Eh bien, bonjour à tous, bienvenue du coup sur Spotify ou sur YouTube pour ce nouvel épisode du podcast à table. On a eu précédemment deux témoignages, l'un de Noémie qui était partie en mission en Afrique pour quelques mois, et un témoignage qui correspondait un peu plus à notre vision, savoir c'était le témoignage de Mathieu qui était le témoignage d'une vie avec de sa naissance à maintenant, 2025. Et maintenant, on va aborder une autre personne que je vais laisser se présenter dans quelques secondes. Il est fortement possible que vous le connaissiez. Si vous le connaissez pas, vous allez le découvrir. L'idée ici n'est pas de parler forcément de ce qui est dans le ministère, de peut-être qu'il a été aussi auteur de certains livres. Il fait aussi quelques conférences. Il est peut-être aussi enseignant de la Bible. C'est de parler de l'homme. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous allez pouvoir découvrir l'histoire de cette personne que j'ai pas encore dit son prénom. Je le laisse dévoiler son prénom et peut-être quelques petits détails de sa vie actuelle avant de commencer à l'origine de sa vie. Voilà. Si tu veux dire quelques mots. Bonjour. Bonjour Cyril et merci pour ton invitation sur ton podcast, votre podcast à table. Absolument. Et ben voilà, je m'appelle Rémi Gomez. Je suis effectivement enseignant, pasteur à Lyon. On aime bien dire ancien dans nos églises, mais c'est la même fonction. Et puis on se connaît bien avec Cyril parce qu'on est dans la même église. Mmh. Et voilà, j'ai le plaisir d'être là ce soir sur l'invitation pour pouvoir parler un petit peu de ma vie, de mon témoignage. Donc je vais le faire avec plaisir, répondre à tes questions avec plaisir. Et puis voilà, mais je pense que ce que tu voulais, c'est que je me présente encore plus. Alors je suis marié, père de 3 enfants, 2 jumeaux qui sont en sixième, Étienne et Emmanuel, une grande sœur à eux qui s'appelle Marie. Ma femme s'appelle Pauline, on est mariés depuis 2007, D'accord. on est engagés ensemble depuis 2005. Donc voilà, ça commence à faire quelques années qu'on s'aime. Et Belle puis histoire. voilà, une longue histoire. Et elle est sage-femme. D'accord. Voilà, elle est sage-femme. Autrefois à l'hôpital et puis tout récemment sage-femme libérale. Ce qui est très bien parce qu'on se voit plus le soir et les week-ends. Et puis voilà, donc on est une famille assez simple D'accord. de l'Église et on est très heureux depuis des années ensemble. Super. Donc tu habites dans la région lyonnaise, mais tu n'as pas forcément passé toute ta vie ici. Enfin, il me semble en tout cas. Tout à fait. Quel est du coup le point d'origine de voilà, où c'est que tu es né, Ouais, dans quel endroit est-ce que t'as découvert la vie tout simplement, voilà, les ouais. premiers instants de ton existence? Moi, je suis un enfant des banlieues parisiennes, hein, un enfant des banlieues sud. Je suis né à Ris-Orangis dans l'Essonne en 91. Je suis D'accord. resté juste très très peu de temps les premiers mois de ma vie. Puis après, mes parents ont déménagé à Créteil, dans la cité du Mont-Mély, qui est une cité, une grande cité HLM, voilà, qui surplombe un peu le reste de la ville. Voilà, dans un sous-quartier qui s'appelle les Coteaux du Sud. J'ai vécu là, donc c'était donc une vie dans une famille athée. D'accord. Mon père est athée. Ma mère a jamais partagé une quelconque foi dans notre enfance. Et puis c'était plutôt la gauche syndiquée, communiste, à tendance anarchiste, anticléricale, ni Dieu ni maître, la religion c'est l'opium du peuple. OK. C'est plutôt ça le terreau familial, dans une cité de banlieue, donc avec tous les défis que comporte une cité. Moi, j'ai jamais été trop pris dans les choses intenses de la cité, comme le trafic, etc. Mais je suis un enfant de banlieue et j'ai vu OK. beaucoup de choses qui correspondent à la banlieue, et en particulier de la violence. Un peu tout au long de ma vie, pas dans mon parcours personnel, à la maison ça allait bien, OK. mais D'accord. tout autour de moi c'était vraiment la cité. Voilà, j'étais dans le collège, un collège qui s'appelle Louis Schweitzer, qui est d'ailleurs D'accord. un théologien, c'est intéressant. Et voilà, ce collège, c'est un collège qui était le plus gros collège du Val-de-Marne, du 9-4, collège de Donc la une cité. grosse machine avec, peut-être je sais pas 2 000, 3 000 élèves, j'en ai Non, aucune quand idée, même mais pas. quand C'était même pas? 900 à 1000 élèves. Non, D'accord. collège public, 900 à 1000 élèves.
une grosse section SECPA. À l'époque, on appelait ça une section SES, section enfants spécialisée. Nous, on disait section enfants sauvages à l'époque. Euh, et, euh, et voilà, c'était un collège vraiment de cité, quoi. Et oui, oui, donc effectivement, mon milieu à moi, c'est celui-là. Donc si je parle de l'école, du collège, bah, j'étais plutôt un bon élève. Même si j'ai eu 0 en orthographe pratiquement toute ma scolarité, je rattrapais avec tout le reste. Ok, ok. Et puis, mais voilà, un bon élève qui faisait attention de ne pas se faire attraper quand il faisait des bêtises, mais qui en a fait quand même. Alors, Et dans ce contexte-là, pour revenir un petit peu, parce que voilà, tu parles du collège, c'est très bien, mais peut-être plus dans les années enfance, euh, quelle est l'atmosphère à la maison, le relationnel avec les parents, ouais, le côté, parce que je pose ces questions-là parce que pour la suite de ton parcours, je pense que c'est pour tout le monde, on est impacté par la relation qu'on a avec ses parents, notamment dans les premières années. Donc ouais, j'imagine que dans un cadre que tu as très bien décrit par rapport à tout ce qui est syndicalisme, athéisme et un peu de violence dans la banlieue, je présume. Il y a quand même, tu as parlé aussi que tu étais en sécurité, que tu étais en sécurité dans ta maison, si j'ai bien compris, enfin dans l'appartement où vous viviez. tout à fait, Donc ouais. comment ça se passait du coup dans leur relationnel avec les parents à ce Ouais. moment-là? Alors, déjà, il y a des choses que j'ai pas dit, c'est que j'ai 2 frères. Ah oui, pardon. Ah ouais, ça. Mon grand frère Léo, qui a 2 ans de plus que moi, et mon petit frère Mathias, qui a 2 ans de moins que moi. Donc, être une fratrie, ça fait partie aussi d'être plus sécure, parce Ok, que on est 3 garçons dans la cité. Et puis, donc, bah, la petite enfance, primaire, maternelle, moi, j'ai globalement que des bons souvenirs excellent. dans, D'accord. dans le cadre familial. Ouais, Euh, ouais, ouais. Même si la réalité, c'est que la relation avec mon papa est beaucoup plus nourrie, élaborée qu'avec ma mère, qui est en difficulté un petit Mhm. peu voilà, de relationnelle pour des raisons plus Ouais, voilà, qui la concernent. bien sûr. Qui fait que Fonctionnel. je suis une Mhm. famille, on est une famille un peu en négatif, je parle, tu sais, positif, négatif, par rapport à toutes Ok, ces autres familles où les mamans sont plus présents et les pères en retrait. Mais nous, d'accord. on était plutôt à l'inverse. On était plutôt un papa très présent, très responsable et qui a assumé à la fois sa charge un petit peu classique de père qui va travailler, mais aussi d'écoute, de douceur, de conseil, de pédagogie. Et sur ce plan, je pense qu'il a fait pratiquement papa et maman pendant de nombreuses années. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour ça que mon père est très aimé, très connu dans le quartier. Non seulement la manière dont il nous a élevés, mais aussi la manière dont tous les gars qui étaient mes amis ont trouvé en lui une figure paternelle qui était attachante et Wow. rassurante. Excellent. Et donc, il était très présent pour que notre scolarité se passe bien. Moi, j'étais sportif avec mes frères très tôt, hein. Moi, j'ai commencé à 5 ans le rugby, mes frères aussi. Et c'est un sport qu'on a continué jusqu'à l'âge adulte. Et donc, il était engagé dans le club. En fait, je pense que si on n'a pas fait de grosses bêtises, c'est tout simplement parce qu'il était là, partout où on était. Et donc, voilà, il travaillait à la Poste, puis après à France Télécom. À l'époque, c'était la même boîte. Et puis voilà, voilà. Quelqu'un très. Il avait des valeurs qui étaient celles de la fraternité. Celle de la fraternité, celle de l'autre, voilà. Donc je parle beaucoup de mon père parce que je pense que c'est l'homme qui a le plus d'impact dans ma vie. Lui-même, il est D'accord. né en Algérie en 1952. Il fait partie des familles françaises rapatriées d'Algérie parce que c'est les familles pieds noirs. Donc des Français d'Algérie qui reviennent sur le sol français après l'indépendance en Est-ce 62. qu'il a une culture musulmane ou pas dans ce Pas du contexte-là? tout. Pas du tout? C'est des pauvres pêcheurs d'Andalousie qui ont quitté il y a 6 ou 7 générations parce qu'ils étaient trop pauvres et que la France en Algérie était plus riche que l'Espagne. D'accord. Donc ils ont quitté leur Andalousie. C'était des pêcheurs très pauvres qui ont nourri la communauté catholique en Algérie, à Oran. Lui, il est né à Oran, Ok. la communauté On va faire un oranaise. cours de géographie ce soir. Voilà. Et donc, tu avais une grosse communauté française d'origine espagnole à Oran. Il faisait Ok. partie de cette communauté. Après, lui, il a profité de l'Algérie, mais finalement pas tant de temps que ça, parce que rapidement, les événements, et ce qu'on a appelé les événements pendant un temps de manière pudique, mais qui en fait était une guerre,
Et la guerre d'Algérie a éclaté, et puis lui, il a été assez cantonné finalement avec son petit frère dans les immeubles où il pouvait à peine jouer et à peine sortir pendant longtemps. Et finalement, la libération pour lui, c'était l'indépendance. Alors pas la première année parce qu'il s'est fait quand il était en Algérie, on le traitait de sale français. Quand il était en Ouais. France, on le traitait de sale arabe. Et donc, il a connu le racisme, tu vois. Et ça l'a marqué. Sa première année où il est arrivé en France, il a fait un step d'1 an à Marseille. Et il se battait tout le temps à l'école, etc. Parce qu'il y avait un peu des conflits comme ça. Et après, Waouh. sa maman, qui était prof, elle a été mutée dans Lyon, vers Auxerre. Et du coup, là, ça a été le début de la vraie vie, la guerre des boutons, quoi. Et les copains, etc., le groupe de musique, commencer à faire du vélo, grimper dans les arbres, se lancer des pommes de pin. Et si tu veux, là, à partir de ses 10 ans, il a vraiment vécu quelque chose de fort. Voilà, et du coup, tout ça, c'est une culture qui l'a marqué et qui fait que quand plus tard, nous, on est arrivé dans la cité, on avait des référents en termes de valeurs qui étaient justement de ne pas être dans le racisme, de ne pas être, tu vois, et ça nous a forgé un certain nombre de choses. L'histoire de mon père, elle a aussi forgé l'éducation qu'il a vis-à-vis de nous, parce que lui-même a eu une première épouse quand il avait 20 ans. C'était l'époque hippie, tout le monde faisait un peu tout et n'importe D'accord. quoi. Son épouse s'est barrée avec l'enfant quand elle était tout petit. Et lui, en fait, bah, il l'a cherché pendant longtemps. Il a dû divorcer à l'État français parce qu'elle avait disparu. Et voilà, il a retrouvé son fils 14 ans Ah, plus tard, d'accord. parce que j'ai un demi-frère. Mais voilà, c'était déjà voilà, voilà. Je pense qu'il a été très triste, très malheureux. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu pendant quelques années. Ça a été quelque chose quoi pour lui. Et du coup, quand il a refait des enfants, il a dit bah, je ferai tout pour eux quoi. J'étais vraiment surprésent quoi. Voilà, donc il nous a élevés avec beaucoup d'engagement Ouais. et et des bons principes, tu vois. Je Mais pense pas vraiment. avec la fond de la foi. C'est avec un athéisme, avec des valeurs qui peuvent se rapprocher de la foi quand même. Enfin, de ce qui est véhiculé en tout cas dans les évangiles. Si Ah, on mais moi, je prend... pense qu'il y Ouais. a beaucoup de chrétiens qui sont loin du compte par rapport à vivre l'amour Mm, comme mon mm. père l'a démontré. Et ça qui est intéressant, c'est comme Dieu nous a créés tous avec une conscience et une moralité, Ouais, 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 ouais. et que dans sa grâce commune, il fait grâce aussi au Père d'être des pères. Il dit, vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc lui, méchant comme il est, ingrat devant son Dieu, il a su quand même nous donner de bonnes choses. Moi, je l'ai vécu. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une moralité. La moralité, elle est intrinsèque à l'humanité. Après, bien D'accord. sûr, elle peut être sanctifiée par l'esprit, mais quand même, Dieu est bon dans sa grâce Pas de générale souci. de nous donner des pères. Voilà, c'est ce que j'ai Alors, eu. pour revenir sur un élément de ton enfance, enfin de ton évolution, tu parlais tout à l'heure du rugby, Ouais. avec l'implication de ton papa dans le milieu associatif. Donc, j'imagine quand même, hein, parce que j'ai aussi un père qui a travaillé, que ça devait être quand même des semaines de malade qu'il avait, ton papa. Parce qu'il devait travailler, il devait aussi, je vais pas aller trop dans les détails, mais ta maman était a priori un peu absente. Ouais. Donc, il devait faire déjà deux postes, papa et maman, faire un travail pour nourrir la famille, et en plus de ça, s'occuper de ce club de rugby. Alors, je sais pas à quel niveau, est-ce qu'il était coach, est-ce qu'il était juste bénévole, j'en sais rien, mais Ouais. c'est quand même des semaines de fou qu'il avait. Et c'est des Ouais, valeurs qui vous a enseigné au travers de ça. Voilà. exactement. Mon père, en fait, c'était quelqu'un de très engagé. Donc, il était responsable de syndicat au boulot. En Euh, plus, en plus, ouais. en tant que responsable de syndicat, lui, j'ai toujours trouvé qu'il avait une éthique très intéressante où il privilégiait vraiment les gens et il n'était pas que dans la revendication un peu bête, mais il Mm, cherchait mm. vraiment le bien-être du service et puis la relation. Donc là-dessus, il était fort. Mon père, c'est quelqu'un de relationnel, il est très fort pour être en relation avec les gens, il est très attachant. Il est à l'écoute. Et puis, il sait dire non à quelqu'un qui vient un peu en disant voilà, moi j'ai tel pouvoir, je suis un grand cadre de la Poste et donc tu fais passer mon dossier en premier. Ça, c'est pas possible du tout. C'est pas du tout qui il est et c'est impossible. Donc il a voilà, il a cet amour de la justice. Je pense que c'est un des trucs qui m'a le mieux transmis. Deux choses, l'amour de la justice et le sens critique. Le Ça, sens critique. Alors, qu'est-ce que tu ouais. appelles le sens critique pour préciser l'expression? C'est-à-dire que quand il regardait la télé ou quand Mm, il voyait mm. un politique ou etc., bah, il prenait jamais rien pour argent comptant et puis il nous Ouais, disait bah, d'accord. écoute, voilà, là c'est le discours et puis il faut savoir détricoter les choses
il faut avoir une lecture intelligente. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a fait énormément d'études parce qu'il n'a pas eu l'opportunité. Il était rentré en fac littéraire, mais après, il a fait qu'une année parce que la vie te rattrape et que tu as besoin d'avoir Ouais. des sous. Bah oui. Mais tu vois, voilà, il a toujours privilégié pour nous les études, alors que, comme tu dis, en fait, mon père, il travaillait pour une famille de 5, ma mère n'a jamais travaillé. Il n'avait pas un salaire de fou parce qu'il travaillait à la poste. C'était des petits salariats. Après, il a été Ouais. gérant d'une cantine d'un self-service poste et télécom. Et D'accord. ça c'était bien parce que c'était une position de gestion. Donc, quand même, quand tu es enfant, tu vois ton père qui gère un truc. C'est quand même, ça te dit, bah voilà, il peut prendre en charge des choses. Je pense que ça imprime. Et puis surtout, on allait à ce restaurant, on faisait des fêtes, des buffets, il nous amenait, on faisait la plonge. Avec mes frères, on faisait le service. Donc, Excellent. il nous a beaucoup intégrés dans tout ce qu'il faisait. Et comme tu Super. dis, en plus de ça, il était alors bénévole au rugby. C'était ce qu'on appelle un dirigeant du club. Et donc, il était souvent dirigeant pour une des équipes de moi ou de mes frères. Et donc, il nous suivait dans nos compétitions. Surtout que moi, après, j'ai pas mal performé, donc il m'a pas mal suivi. Voilà, bah, un gars engagé au bon endroit, toujours au bon endroit. En tout cas, ouais, même moi aujourd'hui avec mon fils et mes enfants, ça reste pratiquement un défi de dire waouh, si j'arrivais à faire comme ça, je serais content. Et élément que j'avais oublié dans ma description, il s'est occupé aussi de ta maman. Parce Il qu'elle s'est était là aussi. C'est exactement, il c'est s'est quand même occupé, une. Ouais. il s'est occupé de ma maman et surtout il nous a appris à l'honorer dans ses difficultés. Parce que pour un enfant, c'est pas toujours simple de comprendre les difficultés d'un Ouais, adulte. ouais, Et d'avoir le bon positionnement. Tu peux nourrir de la colère, tu peux nourrir de la ouais. rancœur. Et ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, même entre mes parents. Ils ont divorcé quand j'avais 23 ans. D'accord. Et donc, ils avaient besoin de se séparer aussi parce que c'était une relation qui était compliquée à vivre. Et du coup, ce que j'ai toujours apprécié chez mon père, c'est son positionnement vis-à-vis d'elle, le respect qu'il lui a toujours prodigué et le respect qu'il nous a toujours commandé d'avoir vis-à-vis Ok. d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui me reste. Donc, quand la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère, bah, je dirais que mon père non croyant m'a enseigné le fait d'honorer mes parents. C'est extraordinaire, hein. Ouais, C'est extraordinaire. ouais, ouais. C'est beau. C'est beau, et c'est là où tu sais que nos parents sont vraiment une grâce que Dieu utilise Ouais, ouais, pour nous former. Il est dans la main de Dieu, qu'il le veuille ou enfin, moi j'ai dit à mon père, en fait, tu connais Dieu. Et il m'a dit, ah Rémi, tu te moques de moi, tu sais que je suis athée. Et je lui dis, non, mais dans l'Épître aux Romains, il est dit que tous connaissent Dieu. Donc si l'Épître aux Romains dit que tous connaissent Dieu, c'est-à-dire que tu connais Dieu. Et il m'a dit, non, je pense pas, je pense que je suis vraiment athée. J'ai dit, non, papa, tu connais Dieu. Et au bout de la troisième fois, il me dit, bon, c'est vrai que quand j'avais 17 ans, j'ai fait une petite crise mystique et que je me suis Mm. interrogé. Et c'est très intéressant parce que la Bible a toujours raison. Euh, tu es une âme sortie de la main de ton Créateur. Même si tu es mort, parce que la Bible dit qu'on est mort tant qu'on n'est pas vivant en Christ, mais Ouais, ouais. quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, et je crois beaucoup à ça, et Jean Calvin en parle, les pères de l'Église en parlent, le sens divinitatis, ou le sens deis, c'est un sens de Dieu dans l'homme qui est intrinsèque, Ouais, ouais. tu vois. Et j'y crois beaucoup, et je pense que ce sens corrompu amène à toute l'idolâtrie et les fausses religions, parce que les gens ont besoin d'adorer, donc c'est un sens Ouais, ouais. qui est plié, mais il est quand même là, tu vois. Et je pense que mon père, Dieu souffle et parle dans son âme et dans son cœur, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Voilà, on est tous des créatures du Dieu très haut. Voilà, donc Bah, bah, du coup, la question qui me vient à l'esprit, tu parles de cette façon de. Enfin, tu as dit ça à ton papa. ouais, Toi, à ce moment-là, quand tu es jeune, quand tu es dans cette banlieue, avec toute cette atmosphère, donc il y a des deux frères, ta ouais. maman qui est un peu absente, ton papa qui fait beaucoup de choses. Toi, dans ta tête, tu crois en quoi à ce moment-là? Ou tu crois peut-être en rien, mais tu crois, qu'est-ce qui t'anime? Quelles sont tes valeurs? Comment bah, tu te construis avec le rugby, ça j'ai compris, hein, mais Alors, c'est quoi le moteur en fait le dans la moteur, c'est pensée? quand même l'amour des autres, parce que je crois que dans le côté la philosophie communiste, il y a l'importance du groupe et l'importance des autres est une réalité. Parce qu'en fait, le communisme, c'est un messianisme. Hein, il y a quand même le printemps des peuples, c'est une forme de fin des temps heureuse, tu Alors vois. tu peux juste redéfinir le printemps des peuples pour ceux qui savent pas ce Bah, que c'est? si tu veux, dans
dans la pensée de Karl Marx, on a une lutte des classes avec une classe Ouais, laborieuse et populaire qui est opprimée par une classe qui est détenteur du capital. Et d'accord. donc, c'est un peu, ça se transforme presque en lutte entre le bien et le mal, chose auquel je n'adhère pas, parce que je pense qu'on est tous pécheurs et que Mhm. qu'on soit patron ou salarié, je pense qu'on est un, tous pécheurs et deux, Ouais, pas des ennemis, mais on est tous de la même humanité. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça. Donc, c'est un faux messianisme d'une certaine manière parce que on a donc ce qu'on appelle l'international communiste, où en fait, il y a un peuple de prolétaires pauvres, mais qui, au travers le monde, se reconnaît. Donc, finalement, c'est un peu comme le peuple de Dieu qui se reconnaît au travers le monde. Et puis, il y a un temps de difficultés et de conflits avec la classe patronale et capitaliste, etc., détenteur des moyens et oppressive, mais il va y avoir une émancipation de cette classe-là par la lutte des classes. Donc on va lutter contre cette injustice et finalement les peuples vont réussir à instaurer euh, eh bien, une paix sur Terre et une paix qui va être un printemps des peuples. Et si tu veux, tout ça, c'est intéressant parce que le marxisme, il est dans la tête de Marx et d'autres qui sont des gens très influencés par la pensée juive et la pensée protestante et qui sont pétris de Bible. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils font une proposition politique, il y a souvent plein de choses qui sont empruntées à la Bible, mais sans l'essentiel, c'est-à-dire sans la foi. Et donc, bah forcément, à un moment donné, ça cloche. Mais il y a aussi là-dedans des choses qu'on peut capter. Moi, je pense que mon père, il a capté un certain nombre de choses. Euh, d'accord. tu vois, la liberté de l'individu, l'importance de s'engager, parce qu'on s'engage dans une lutte, toi, il était syndiqué, mais c'est s'engager dans une lutte, Mm, et mm, dans une mm. lutte pour la justice, dans De certains. ne pas accepter que des situations qu'il voit au quotidien perdurent, de Voilà, considérer qu'il faut agir et de pas rester sur on dit voilà bah ça se voilà, passe, tant pis, on n'a rien à faire. Non, de pas pouvoir ne rien faire, d'être en exactement, mouvement en disant voilà je vais par mon mouvement tout faire pour que cette situation disparaisse parce que c'est pas possible qu'elle continue. C'est ça à peu exactement. près, c'est les bons mots ou Ouais, tout à fait. Tu c'est dis bien ça? les Ok, choses. Mais ok, c'est une lutte contre l'injustice, parce que l'injustice, tous les hommes la ressentent. Hein. ouais bien sûr. Voilà. Donc cette indignation contre l'injustice, voilà. Donc ça, c'est ta culture à ce moment-là, Mm, tes croyances, c'est ce que tout à tu fait. as avec les discussions, sûrement avec les collègues, tu dois croiser des gens avec au syndicat, sûrement Mm. des personnes qui sont dans la banlieue, dans un bar d'immeuble, je sais pas, il y a ce genre de Je suis discussion. adolescent, moi, j'ai pas de Non, relation. pas forcément ces convictions-là, non, ça Non, c'est mais pas je du suis tout ça. adolescent, je suis trop jeune pour avoir des Toi, relations tu es avec les trop gens. jeune? Ok, ok. Trop jeune, mais par contre, je suis dans une cité où oui, ces valeurs, elles sont chevillées au Ouais, corps. ok. Et oui, je fais partie des gars qui a un peu ce désir pour la justice et qui voilà, ça se porte en nous. Après, il y a les personnalités aussi. Moi, je suis une personnalité très médiatrice. J'ai un grand frère, un D'accord. petit frère. Donc déjà, je suis au milieu. Je fais du rugby, je suis ce qu'on appelle un demi-mêlée, je suis entre ceux qui courent vite et les mecs un peu plus balèzes qui poussent, tu vois. Et dans D'accord. ma classe, j'ai un caractère de médiateur, donc entre les intellos et les derniers de la classe, entre les Kaira et les pas Kaira. Et j'ai un peu ce côté facilitateur, c'est ma personnalité. Euh, et donc, j'aime bien faciliter les choses. Les profs s'appuient sur moi aussi pour faciliter Super. les choses. Euh, Naturellement. T'as pas eu voilà, besoin de forcer, tout de suite, dès le ouais, début. c'est qui je suis, tu vois. D'accord. Et, et bah, je le sais parce que les profs que j'ai rencontrés plus tard à l'âge adulte, parce que dans d'autres contextes je les ai rencontrés, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit c'était chouette de t'avoir en classe parce que très souvent tu apaisais des choses que nous on n'arrivait pas à apaiser, tu vois. Donc j'ai toujours eu un peu ce truc-là, je pense. Voilà, après j'étais un petit peu bagarreur, mais pas trop non plus. Ok. Voilà, j'avais de la colère hein, quand même. Le manque de ma mère, ça m'avait mis en colère. J'avais de la colère en moi. Je pense que je suis allé faire du sport et un sport un peu sérieux. Enfin, en tout cas, j'ai performé Pour dans ce sport évacuer. parce que j'avais des choses à exprimer, quoi. Super. Super, super, super. Donc tu as autour de 20 ans, c'est ça là où je me trompe? Pour Alors resituer là, l'âge. non, pas encore. Là, j'ai 15, 16, 17. 15-16, d'accord. Moi, je me convertis à 16 ans. Hein. Ah d'accord. Donc c'est Et, plutôt jeune en réalité, d'accord. ouais, D'accord, d'accord. j'ai une grande autonomie. Mon père me laisse une grande autonomie. C'est-à-dire que moi, je peux sortir de chez moi et revenir le lendemain très tôt. Je peux aller Ok. à Paris, en banlieue parisienne, et revenir plus tard. Je peux aller dormir chez ma meilleure amie Edwige. Je peux aller dormir chez mon pote Jérôme, chez mon pote Guillaume. Je peux faire. Mon père, il nous a élevés dans une très très grande latitude.
de liberté. Et on Et est donc, d'accord que là, dans cette liberté-là, la religion, ça n'existe pas. non, la religion, ça n'existe pas, mais dans notre quartier, il y a la famille Célé qui s'est installée, qu'on connaît depuis petit. Le papa est pasteur. Et je vais régulièrement chez eux parce que je deviens le meilleur ami de Benjamin. Super. On se rencontre en CM2 et on devient très copains au collège. Et finalement, ça devient un peu mon grand pote. Et je suis très souvent invité chez eux. Donc, eux, c'est Seven Heaven, tu vois, c'est la famille américaine Ah oui, avec tout à fait. Je vois ce que plein tu veux dire. La d'enfants. série avec le Voilà, révérend, c'est ça? exactement, avec les révérends. Et c'était exactement ça pour moi. C'était waouh. Alors, ils sont américains, ils regardent pas la télé, ils se font des week-ends à l'église, et puis ils mangent des céréales, et puis ils vont faire du baseball dehors, et puis ils construisent des tremplins, on fait du roller, on fait plein de trucs. Et dans le quartier, c'est une famille qui est hyper agréable et qui a des référents D'accord. culturels différents, mais qui sont très actifs. Et moi et mes frères, on est très actifs, donc on fait les 400 coups dans la cité, sympa, je veux dire. Et on se lie, les deux familles, et même mon père et William, qui est pasteur, se lient un peu d'amitié. Enfin, tu vois, il y a des relations qui sont agréables. Et les parents de Benjamin, je sais, admirent mon père pour qui il est, la manière dont il nous élève, tout ça. Et eux sont le premier ancrage avec la foi, mais je les connais depuis Super. très tôt, mais c'est plus tardivement qu'ils m'invitent. Alors à 13 ans, ils m'invitent à faire du scoutisme protestant, et là, il se passe une vraie expérience avec Dieu. Et puis à 16 ans, ils me D'accord. réinvitent, et là, c'est ma conversion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec le scoutisme? S'il y a des choses à dire, hein, voilà, qu'est-ce que tu peux nous partager Ah, sur cette expérience-là? Parce bah, que plein de choses. ça peut être quand même fondateur du coup par rapport à la suite de l'histoire et de ton Absolument parcours de fondateur. vie. Ouais, ouais. Absolument fondateur. Donc moi, je fais du rugby depuis l'âge de 5 ans. Ouais, Et donc à 13 ans, j'ai déjà 8 ans d'expérience, ce qui est beaucoup, ce ce qui est qui est bien. beaucoup. Et du coup, c'est ma passion déjà. Et j'apprends que mon meilleur ami Benjamin va partir de notre quartier pour aller vivre certainement dans le sud, à Marseille, ou je ne sais plus à l'époque. Et donc, ça m'attriste et on se dit Ouais. avec Benjamin, comment passer plus de temps cette année? Bon, et ben, je décide d'arrêter le rugby pendant un an et de passer mes week-ends à aller avec lui faire les flambeaux, le scoutisme protestant, et Waouh. d'aller finalement passer plus de temps avec lui au travers de ça parce que c'est la dernière année. Et c'était une grosse décision, mais je suis content de le faire. Et donc, je vais faire des nœuds, des cabanes, des tables à feu dans je ne sais plus quelle forêt de la région parisienne. Et on fait les cercles du feu. Et les cercles du feu, c'est un moment où on ouvre la Bible, on parle un peu de la Bible, etc. Mon père, il me dit, vas-y, profite avec Benjamin, écoute pas leurs bêtises et amuse-toi. Et, euh, C'est et bien. c'est dans cet état d'esprit que j'y vais. Et, Ouais. euh, et du coup, bah, je suis quelqu'un à fond parce que j'aime bien les activités dehors, parce que tout ça. Et donc, on a passé un an là. Et apparemment, j'étais très actif dans les cercles du feu. Mais Euh, t'es pas en opposition par rapport au message qui est véhiculé, par rapport à la Bible, par rapport à... Il n'y a pas une sorte de contradiction en toi par rapport à tout ce que tu as eu dans si, ta bibliothèque, dans ton cerveau. elle est très C'est... forte même, mais en même temps, je suis quelqu'un de curieux. Donc, en fait, c'est une D'accord. sorte de double. Il y a un double en moi, c'est-à-dire, bon, bah, je crois pas à vos bêtises. Ouais, ouais. C'est des Vous âneries, voyez. quoi. Ça, j'ai Voilà, pas envie de... voilà, c'est comme les fantômes, on en parle, mais on les voit jamais. Mhm. Et puis en plus, moi, j'avais quand même eu quelques, j'ai fait quelques provocations vis-à-vis de Dieu, et très souvent, j'en faisais vis-à-vis de Dieu devant Benjamin. Mais il était persévérant, et ses parents lui disaient de prier pour moi et de m'inviter quand même. Mais bien sûr que je le saoulais. Euh, et en plus, on était une Tu as eu classe. des mots envers Dieu, du coup, de défis, tu as eu des... Non, je veux pas aller dans les détails, mais je veux dire, Oui, c'est... oui, oui. Qu'est-ce que c'est concrètement? Enfin, des phrases, des gestes, tu as eu des... Exactement. Quand j'avais 6 ans, par exemple, à l'école de la Habette, qui est l'école du quartier, on élit, j'ai un ami à moi qui s'appelle Bouzid, qui est musulman. D'ailleurs, plus tard, il portera le camis. Je pense qu'il est devenu salafiste. Il me Mais parle de carrément. Dieu. Et D'accord. moi, je suis même pas sûr. Peut-être qu'il est à la mosquée, tout simplement, mais je le voyais souvent en camis. Et bon, bref. Et ouais, il me parle de Dieu et je fais 2 doigts d'honneur vers le ciel en lui disant, Waouh. regarde, ton Dieu, il marche pas. Regarde, je fais des doigts d'honneur vers le ciel. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc, tu vois, en fait, s'il existait Ouais. vraiment Dieu, bah, tu vois, peut-être il m'aurait foudroyé. Donc, j'ai déjà 6 ans l'audace. Donc, ça parle de l'ambiance de ma famille. On n'y croit Hmm. vraiment pas et on n'a pas peur de Dieu, en fait. On n'est pas dans la crainte, tu vois. Euh, Ben, c'est et intéressant c'est la photographie en tout cas de ta
de ta vision de Dieu et de ton rapport avec Dieu est hyper importante. Enfin, je dirais qu'il y en a certains qui vont être choqués, dont moi le premier, mais ça c'est ton histoire, c'est pas grave. Mais c'est important de voir cette photographie-là pour la suite, quoi. Bah, c'est Ouais, la réalité. Et ouais, donc, ouais. Bouzid, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, en l'an 2000, tu vas mourir. Et en fait, je suis un peu pétrifié par cette parole. Sur le coup, je me rappelle. Ah ouais. Et il l'annonce comme un jugement, tu vois. Et je me rappelle que le jour du passage de l'an 2000, il Ouais. savait exactement où j'étais. Quelques heures plus tard, je me suis dit, waouh, je suis pas mort. Bouzid, il s'est trompé. Ça m'est revenu, tu vois. Mais beaucoup plus tard, quand j'avais à peu près 25 ans, j'ai fait un calcul tout bête. C'est que bah, en l'an 2000, c'est l'année où j'ai donné ma vie à Jésus. Et donc, en fait, Bouzid avait raison. En l'an 2000, je suis mort, puisque Jésus, il faut Ah, d'accord, dans ce sens-là. que vous mouriez et que vous renaissiez. Et donc, c'est très intéressant que ce soit en l'an 2000 que je me sois converti. Comme s'il y avait une petite annonce, une petite prédiction prophétique de la part Ouais, de mon ami c'est musulman. super beau. C'est hyper marrant. C'est hyper beau, ouais. Alors, Donc voilà, alors pour dire, voilà, des gestes comme ouais, ça. ouais, Moi, je peux être provoquant et je vais quand même au flambeau, je participe, bien sûr. j'apprends tout ce que j'ai à apprendre et à la fin de l'année, il y a un rallye dans les Pyrénées espagnoles. Un rallye, c'est 2 semaines, Donc 50 c'est un peu loin de la région, là, les Pyrénées espagnoles. Ah bah ouais, ouais, on descend Une complètement sacrée dans le trotte, là. sud. Ouais, et d'ailleurs, je me rappelle une petite anecdote, je la raconte jamais celle-là, mais je me Ah bah, rappelle que vas-y. On est en exclusivité pour le podcast à table, c'est extraordinaire. il y avait un gars, FX, on l'appelait, je pense que c'est D'accord. François Xavier, qui s'occupait de nous et qui était le directeur du camp. Et j'ai du mal à annoncer le prix à mon père. J'ai dû lui dire 400 francs au lieu de 400 euros, au lieu de 4000 francs. C'est à l'époque, on était en francs. Il me dit, ah bah, 400 francs, ok, on va te payer ça, machin. Et puis finalement, il a les gens au téléphone et il découvre que c'est 4000 francs. Et il ne pouvait pas assumer ça. Et je me rappelle que FX a dit, mais j'aimerais vraiment l'offrir à Rémi, ce voyage. Et mon père, je me rappelle qu'il avait été hyper interloqué par ça, que ça l'avait fait. Waouh, mais en fait, les mecs, ils sont chauds, quoi. Ils sont Parce que c'est de vraiment. l'argent, quoi. Il sait ce que c'est l'argent, lui, donc. Ouais, il sait ce que c'est. Et puis, ouais, tout à fait. Et il sait ce que c'est aussi le manque d'argent. Et donc, il a envie d'offrir des vacances à son fils. Et puis là, il voit que les chrétiens, Il mouille ouais, le maillot. Ils ils sont mouillent le engagés, maillot. quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, je pense pas qu'il a accepté. Je pense qu'il s'est débrouillé quand même pour nous le payer. Pour nous D'accord. payer. Mais je sais que ça lui a fait quelque chose. Voilà, je suis parti dans cette colo. Ça se passe moyen. C'est-à-dire que j'aime les activités, mais mon pote Benjamin et moi, on s'embrouille pendant 2 semaines. D'accord. Et puis il me dit, je voulais pas que tu viennes, c'est mes parents qui m'ont forcé. Et tu D'accord. sais, les Voilà, paroles c'est que les discussion à enfants cet disent. âge-là. Classique. Voilà, classique. Et puis finalement, ouais, il y a une soirée où toutes mes affaires sont trempées, je grelotte, je me sens tout seul, un peu abandonné par mon pote, même s'il y a le grand frère de mon pote que j'aime bien, d'autres gens que j'aime bien, mais je me sens un peu tout seul. J'essaye en plus je suis très sportif, très endurant, donc sur les épreuves, il y a des épreuves un peu de marche et tout, je veux toujours être le premier, tout ça, ça énerve encore plus mon pote Benjamin. Bon, tu sais, il y a une petite concurrence d'ado. Et puis finalement, j'arrive dernier au repas. Tout grelottant, on va me donner un burger, c'est le dernier burger. Finalement, mon pote Benjamin, il me l'arrache des mains, il me le Ah, mange et il me fait une sorte de mauvaise blague. Et là, franchement, ça me saoule, ça me gonfle. Je sors du bungalow où il y avait tout ça, je me mets un peu, je pense que je pleure. Et puis voilà, le grand frère de Benjamin, Yann, il me prend un peu sous ses ailes, il me dit viens, il me donne un peu à manger. Il me dit j'ai un endroit sec pour dormir ce soir, je vais te passer mes habits, je vais te passer un sac de couchage. Et puis, c'est la première fois où, bah, je suis installé, je me réchauffe enfin. Et puis, il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et puis, je dis, bref, il ose. Il ose c'est ça. poser la question. Voilà, c'est ça. Bah, tu sais ce que j'en pense. Et puis, finalement, il le fait. Et au moment où il le fait, il y a une telle puissance qui Super. tombe sur moi Excellent. que ça me fait peur, en fait, parce que je m'enfonce physiquement dans mon matelas, tu vois. Et je m'enfonce physiquement, je me rappelle exactement de la sensation. Et en fait, j'ai surtout eu peur. Et j'ai dit, Yann, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bah, c'est normal, Dieu est grand. Et puis après, on s'est couché, ils m'ont donné un Nouveau Testament, mon Nouveau Testament bleu, là, les Gédéons, avec Ouais, l'évangile tout des à fait. psaumes.
Je rentre à la maison, c'est l'été, c'est la fin de l'été, je pose ça sur mon étagère et dès septembre, je reprends le rugby. Finalement, Benjamin ne va pas déménager, il déménagera plus tard et je reprends le rugby pendant 3 ans en oubliant cette Bible, en oubliant tout ce qui s'est passé. D'accord. Et, euh, et 3 ans plus tard, Benjamin va m'inviter à une session d'évangélisation à Paris 20e. Donc je pars avec lui. Tu vois, à 16 ans, je pars à Paris, je fais des Ouais, soirées. t'es hyper autonome en fait. Hyper Tu sais autonome. tout faire, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et puis finalement, pendant cette soirée d'évangélisation, je suis vraiment transpercé, traversé par la présence de Dieu et la prédication, la présence de Dieu, des paroles de connaissance de l'évangéliste qui m'appelle. Et finalement, ça va transformer ma vie ce jour-là. Je vais sortir de l'athéisme complètement. Et puis, je vais un peu vagabonder pendant 2 ans sur ma foi, jusqu'à ce qu'à 18 ans, je me fasse baptiser. Alors, justement, pour compléter tout ça, entre toute la partie scoutisme quand tu étais un peu plus jeune, la suite, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un texte de la Bible, est-ce qu'il y a eu une personne qui t'avait commencé à toucher, quelque chose qui a touché ton cœur, un message spécifique de la Bible ou même juste une réflexion qui pouvait s'apparenter à une réflexion philosophique, quelque chose qui a pu faire germer en toi quelque chose de la réflexion sur l'existence de Dieu ou pas? Est-ce que ça te parle, ma question? Alors, il y a des choses, mais pas du tout de cet ordre-là. Pas, ok, ok, Pas du ok. tout de la Bible, pas du tout d'un message, pas du tout d'une pensée. Par contre, moi, bah, je grandis, je suis un jeune adolescent, je commence à avoir envie de sortir avec des filles, ce que je fais. Je fais même beaucoup. Ouais, 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 ouais. Et j'arrive l'année de mes 16 ans où je sors avec une fille qui s'appelle Laure, une Laotienne, et elle, voilà, du quartier qui est en bas de chez moi. Et avec cette fille-là, je démarre une relation. Au bout de 2 mois, je pars en colonie de vacances d'été. D'accord. Là-bas, je sors avec 2 autres filles pendant que je suis censé être avec elle en relation. Donc, capacité d'avoir plusieurs relations, bah, voilà, c'est Voilà. incroyable. Enfin, t'as l'âge pour ça théoriquement, hein. C'est un Bah adolescent de oui, cet mais âge-là, c'est un c'est à peu jeu. près ce qu'il faut, hein. Voilà, c'est un jeu carrément. Bah, c'est un jeu, c'est-à-dire, je sais que c'est pas bien, mais je Ah, suis tu un sais que gamin. c'est pas bien, t'en as conscience que c'est pas bien. Cette Ouais, bah, valeur-là, elle est là quand même. je sais que Ok, c'est ok. pas bien. Mais parce que tu Mais pourrais penser que c'est amusant et que c'est la vie et qu'il faut profiter. Mais tu pourrais ne pas penser ouais, que c'est pas bien. mais c'est pas bien parce que je le cache, c'est pas bien parce que voilà. Et donc je retourne chez moi à Créteil et je veux reprendre cette relation, sauf qu'elle a appris le poteau Ouais. rose parce qu'il y avait un ami commun dans notre colonie et qui lui a dit, et du coup il m'a un peu balancé quoi. Mais elle me pardonne. Elle te Et pardonne. elle Waouh. me pardonne et elle me dit, enfin je lui dis bah si tu me pardonnes, je vais vraiment te rendre ça au centuple alors. Et je me suis engagé dans cette relation avec beaucoup de sérieux, enfin en tout cas de sincérité. Et je pense que ce pardon-là est une façon que Dieu a utilisée pour m'expliquer le pardon. Déjà pour me faire prendre conscience que je suis pécheur, et deux, pour voir la puissance de la grâce. Parce qu'en fait, quand quelqu'un te pardonne alors que c'est immérité, tu as une sorte de dette morale vis-à-vis de cette personne qui est Mm. forte, Mm, mm, et tu le mm, mm. ressens dans ton cœur. Et c'est à cet âge-là où moi je pars après à Rambabou. Enfin, en fait, les vacances, c'est l'été, et la session avec l'évangéliste, c'est octobre. Donc en octobre, je découvre l'évangile, j'écoute que Jésus est mort pour mes péchés. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais par contre, j'ai une expérience où oui, j'ai péché, et oui, j'ai eu besoin de pardon, et oui, le pardon devient crucial dans ma vie parce que je ne suis plus un enfant, je commence à être un jeune homme, et je le ressens, tu vois. Et donc Dieu utilise cette expérience pour m'expliquer plus sa grâce de manière plus Du concrète. coup, juste, est-ce qu'on peut refaire la chronologie pour que les gens arrivent à bien situer? Ouais, Donc, quand tu étais chez les scouts, tu avais quel âge exactement? 13 ans. 13 ans. Donc là, ensuite, il y a l'histoire autour des 16 ans où tu as ces relations avec plusieurs filles dans différents endroits, où tu es parti en colonie de vacances, si j'ai bien compris. Donc là, Mm, tu as 16 ans. mm. Et après, là, ce que tu es en train de parler, tu as quel âge? Bah, moi, j'ai toujours, je suis entre 16 et 17. Je suis 16 et entre 16. 17, donc c'est dans ces âges-là, ok. Donc on est au niveau chronologique, on est entre 13 et 17 ans, d'accord. C'est important de le positionner pour que C'est ça. les gens se situent, pas de souci. Que je dise pas de bêtises. 2000. Ouais, c'est ça. Non, je suis entre 15 et 16, pardon. Entre 15 Donc et 16. en fait, si on fait une photographie de ta vie à ce moment-là, c'est quand même
il y a une confrontation entre le côté adolescent, le côté ce que la chair, enfin voilà, ce que le monde peut offrir. Et puis t'as le début quand même de ces raisonnements, de cette influence chrétienne, je dirais pas religieuse, je dirais chrétienne, où c'est en train de rentrer dans ton cerveau, rentrer dans ton cœur, mais c'est progressif, ça prend du temps. Il Exactement. y a une sorte de mutation et de chaud-froid ou de plus-moins, je sais pas quelle image utiliser pour comprendre. Ouais, Donc c'est c'est une ça. étape qui est hyper importante, mais ça prend du temps. Le Rémi, il est en train Ouais, d'évoluer, voilà. exactement. Bah, parce que je suis en même temps un enfant qui passe à Ouais, ouais, ouais. l'adolescence, qui passe à l'adulte. Et en même temps, oui, je suis confronté à la découverte de l'évangile. Mais quand j'arrive Ça prend du temps. au Dans pied de ce temps. Rambabou, il y a Ouais, ouais, ouais. un déversement de puissance qui est tellement fort et transformateur que par contre, je sors de l'athéisme. Tu sors de l'athéisme, d'accord. Je ne peux plus être athée. Après ces réunions-là qui étaient dans le 20e à Paris, tu sais, j'étais venu, j'avais dit à Benjamin, je viens, mais pour te faire plaisir. Il y a Yann qui était là aussi, donc celui qui avait pris dans la tente son grand frère qui était là, qui avait mal à l'oreille. On arrive dans cette salle, il y a à peu près 250 personnes, mais peut-être c'est pas ça, mais c'est le souvenir que j'aurais à peu près dans ma tête. Peut-être il y en avait 100, peut-être il y en avait 300, je sais pas. Mais bon, j'ai l'impression. Et puis, c'est un monsieur qui parle en anglais avec un accent indien, qui est traduit par Nicolas Thébault, le pasteur de l'époque, D'accord. et qui dit, bah voilà, today it's a day of miracle. Donc, aujourd'hui est un jour de Très miracle. bel accent. Today is a day of miracle. Et il commence à prier pour tout le monde qui a des maladies. Les gens sont émus de joie parce qu'ils ont plus mal. Mais moi, je me dis dans ma tête que tout ça, soit des acteurs, soit c'est des effets psychosomatiques. Moi, D'accord. j'ai tout Sens mon critique, le sens critique de ton papa qui remonte. critique, mon scepticisme très Hum, fort. hum, hum. Mais au moment où il ouvre l'évangile, où il prêche, en fait, la présence qui était déjà tombée sur moi dans la tente 3 ans plus tôt, en scoutisme, elle retombe sur moi de manière très forte. Et là, je me sens touché par Dieu. Donc tu as déjà connu ça, tu as un point de repère. J'ai un point de repère. Et là, Ramabou, il le dit, quoi. Il dit, il y a des gens dans la salle qui en ce moment sentent la présence de Dieu de manière particulière et j'aimerais vous inviter à venir, vous avancer pour que je prie pour vous. Et là, dans ma tête, je me dis, non, jamais je le ferai parce que ce serait trop la honte. Je suis venu en critiquant, je peux pas assumer finalement de fléchir. Après, Et on rappelle ton âge pour parler de honte quand même. T'as un âge où la honte peut exister en public quand même. bah, j'ai 16 ans, ouais. Voilà, c'est ça. Donc je pense que beaucoup d'adolescents à 16 ans ont cette honte qui ressort. Enfin, t'as pas 35 ans, t'es pas totalement bâti, t'es pas totalement mûr. Voilà, t'as la honte. Voilà, ça se comprend. Voilà, Exactement. en tout cas, Exactement. moi, je le comprends personnellement. Voilà. Et là, l'évangéliste qui s'appelle Rambabou, il dit arrête de te dire que ce serait la honte, parce que Dieu t'appelle maintenant et c'est le moment où tu dois venir. Et finalement, même si moi je lutte dans mon esprit pour pas venir, je m'avance en fait un peu. C'est comme plus fort que moi et donc je Hum, hum, m'avance. hum. Il prie pour moi, il impose les mains sur ma vie. Je suis rempli du Saint-Esprit, je ressens de la joie, je ressens de la paix. Trop Et puis bien. je suis comme un petit oiseau qui s'envole, je ne comprends pas. Et je vais rentrer chez moi plus tard. Et d'ailleurs, dans une voiture, on prend la voiture avec Rambabou et Nicolas Thébault qui me raccompagne au métro. Donc pour moi, c'est Il hyper te important. raccompagne au métro, d'accord. Ouais, en voiture. Et j'ai l'impression d'être avec des gens qui vivent des trucs incroyables avec le ciel. Et je vois les grands boulevards parisiens avec les prostituées qui sont dans les ténèbres, tu vois. Et j'ai une sorte de dichotomie entre Ouais, ces deux ce qu'on mondes, tu disait vois. tout à l'heure aussi, ouais, c'est une belle image par rapport à ça. Ouais. Tu vois. Et du coup, je rentre chez moi, je me mets à prier vraiment pour la première fois. Je suis à nouveau traversé par le Saint-Esprit. C'est des choses que je vis, c'est difficile à exprimer. On est dans l'ordre du subjectif, du ressenti. Mais c'est très, très fort. Et c'est très puissant. Ça me fait vraiment quelque chose de très grand. Donc tu n'as pas de connaissances théologiques à ce moment-là. Je fais une comparaison par rapport au Rémi de maintenant de 2025. Donc Aucune. pas de connaissances théologiques, tu es un gamin, Mm. tu t'es un petit, tu viens de rentrer en partie dans le royaume de Dieu, mais tu sais pas encore vraiment ce que ça veut dire. A Ouais. priori avec les éléments que tu nous as donnés, tu as cette immaturité, mais finalement bah tu le vis quoi, tu le vis sans tout maîtriser. Exactement. Voilà, c'est une découverte totale quoi. Avec peut-être des sensations. Tu as vécu des choses avec des filles peut-être dans le passé, il y avait d'autres sensations physiques. Là, c'est des sensations qui sont spirituelles. Il y a sûrement peut-être une comparaison, peut-être que c'est plus intéressant, peut-être que c'est moins intéressant. J'ignore C'est très bien comment dit tu parce évalues que ça, mais c'est très bien dit. voilà, il y Très bien a dit parce que
J'ai été vice-champion de France l'année de mes 16 ans aussi. C'est-à-dire que j'ai fini cette année avant de partir en colonie, deuxième de France de mon sport. Ce qui est un peu un accomplissement, un aboutissement important dans la vie d'un C'est vrai qu'on enfant. avait oublié le rugby entre-temps, c'est vrai. On aurait dû Et, poser. et c'est Ouais. une joie immense, parmi les grandes joies qu'un adolescent peut connaître. Et je compare cette joie à la joie qui me traverse de l'intérieur et qui est en train d'être découvert par mon cœur, c'est-à-dire ce Dieu qui vient remplir des coins de l'âme insoupçonnés. D'ailleurs, je ne savais pas que j'avais une âme, mais Dieu me le révèle. Euh, et, euh, et en fait, oui, c'est clairement des nouvelles sensations et c'est effectivement une découverte. Tu parles de découverte, c'est bien parce que moi, je n'ai jamais été en recherche de Dieu. Et tu l'as quand Alors, même découvert. en tout cas, pas consciemment. Pas consciemment. Ouais, C'est-à-dire, ouais. je suis pas un chercheur. Non, je réponds à des invitations, je me balade, je fais ma vie et puis ça me tombe dessus. Tu vois. Voilà. Donc, du coup, Dieu me cherche. Et c'est vraiment profondément ce que je crois. C'est Dieu qui nous cherche le premier, c'est Dieu qui nous a mis le premier, c'est Dieu qui nous attire à lui par ses voies souveraines. Donc, je suis pas du tout un théologien, je suis rien de tout ça. J'avais jamais lu un livre en entier avant de lire la Bible. D'accord. Même Jamais. pas, je sais pas, même pas oui, oui, je dis ça au pif, même pas un Non, mais petit je veux dire, livre. des livres qu'on nous donne à l'école, mais c'est Voilà. laid pour moi, j'aime pas Ouais, lire. ouais, ouais. Tu vois. Et donc, aujourd'hui, je suis un grand lecteur et j'écris Oui, et tout, mais on connaît un petit peu. non, mais voilà, C'est incroyable, hein. Ouais, je n'étais pas du tout configuré, même dans une famille d'un télo, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai un petit gars devant lui, un petit loup de quartier en fait. Et voilà. Et du coup, l'élément qu'on avait oublié, c'était le rugby. Et c'est sûrement une erreur de notre part. Enfin, j'aurais dû te poser des questions sur ça. Parce que ça a évolué, mais il y a aussi la compétition, il y a aussi Bien sûr, les matchs, l'entraînement, les copains, la troisième mi-temps, j'imagine. Voilà, je fais des hypothèses, hein. tout ça. Alors Comment ça se passe? moi, je suis dans des clubs particuliers parce qu'à troisième mi-temps, moi, je suis surtout avec des mecs de Orly, Vitry, Choisy-le-Roi qui sont des grosses cités. Ouais, d'accord. Donc, c'est surtout la cigarette, D'accord. le Pas une bonne boulot, hygiène de vie. la drogue, D'accord. la drogue. Mais pas moi. Moi, il y a mon père qui est Ah oui, bénévole dans qui est dans le club, donc il cadre les choses. Voilà. et heureusement. Il Parce s'assure que que, tout est clean. Voilà, ok. voilà, Ok, et ok. heureusement. Parce que vraiment, S'il n'avait pas été là, ça aurait été catastrophique, c'est ça, ah, tu je penses? pense que ça aurait été complètement différent. Ah, D'accord. complètement. Complètement. Et Parce que, pourtant, il n'était pas croyant. Enfin, il est toujours pas, a priori, mais voilà, c'est à cette époque-là, ouais, il l'est pas, en tout cas. ouais, ouais. Et pourtant, il te stabilise, voilà. C'est Ah, super. bah oui, clairement, clairement. Heureusement qu'il était là. Donc, et puis moi, j'étais avec des sacrés loulous. Hein. Les mecs qui allaient se bagarrer avec les vigiles au centre commercial, qui allaient voler qui allaient dépouiller des gens, des mecs chauds, tu vois. Ouais, qui se battaient, qui revenaient ensemble. Nous, il y avait des bagarres générales sur le terrain. On était c'était une équipe de Kaira. Ouais, bien sûr. Voilà, Enfin, je comprends les mots, en tout cas, voilà. voilà, c'est ça. Et donc, bah, je fais partie de cet environnement. Je fais partie d'une cité qui est chaude, mais les gars qui sont avec moi sont une cité encore plus chaude. Et donc voilà. Donc oui, heureusement qu'il y a mon père, ouais, franchement. Ouais. Et au niveau, bon, enfin, je parle en tant que langage d'homme, mais au niveau, par exemple, de ton physique, de ton corps, est-ce que c'est important ton corps? Parce que quand on est rugbyman, en général, on a un physique bien bâti, on est fier de ses muscles, on est content de ce qu'on est devenu, quoi. À cet âge-là, en plus, ça travaille Moi, je bien, donc suis très très frêle. Je suis très 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 frêle. frêle, d'accord. Donc t'es pas baraqué du tout. Ok, ok, Pas ok. du tout, pas du tout. J'ai cru que, mais pas de souci. Ok, ok. Non, mais tu connais mon fils Étienne. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Voilà. Bah, j'ai ce physique-là. Sauf que lui, il est pas rugby depuis ses 7 ans, mais il y Non, a mais pas j'ai vraiment ce physique-là. Ouais, C'est moi à d'accord. la fac, je concours en lutte en moins de 60 kilos. Je fais 59 kilos à la fac. D'accord. Mais tu es Donc, bon, t'es performant, ouais, tu fais de ouais, la la fac. compète. Bah, j'en ai pas fait très longtemps, mais j'ai été cinquième universitaire de France. Ouais. Et sans avoir une musculature développée. Alors, par contre, je suis très musculeux, mais je suis pas très développé. Je Alors suis il faut très peut-être que tu endurant. définisses musculeux pour que les gens comprennent. Parce que Ouais, moi déjà, c'est-à-dire que je suis musclé sec. Je suis sec, d'accord. mais je suis très fin et très musclé. Donc, j'ai les abdos qui pètent dans tous les sens et tout ça. Mais par contre, bah, je suis pas massif du tout. Mais par Du contre, tu sais faire, par exemple, des exercices physiques à haute intensité. Je sais pas, tu fais Ah bah, au je suis le niveau plus cardio, t'es une endurant de mon machine. équipe, Voilà, je suis le plus endurant de mon équipe, le plus endurant du club. Je suis un fondu du plaquage et j'ai pas du tout peur de me jeter dans les jambes des mecs qui font 150 super. kilos. J'ai un état d'esprit très guerrier, et très très guerrier. Ouais. Je suis très guerrier dans mon esprit, très combatif.
Je fais plus que les autres en entraînement, en tout cas en Mhm. moyenne. Je fais des entraînements supplémentaires parce que je suis pas non plus très doué. Je pense que moi, je suis un laborieux. Je suis pas un doué, moi. Il y a D'accord. beaucoup plus doué que moi dans mon équipe. Mais par contre, je suis un travailleur, quoi. Je suis juste en train de songer par rapport à ceux qui nous écoutent, que ce soit YouTube ou Spotify, la raison pour laquelle je pose ces questions, c'est qu'on est en train de faire la photographie d'une personne, donc Rémi Gomez, qui a rencontré le Seigneur, et on est en train de parler à un stade de sa vie où il est adolescent, et où le sport lui permet de se développer, de mûrir, de se construire en tant qu'homme, de rencontrer des personnes. Donc ce n'est pas hors sujet par rapport au fait qu'on ne parle pas de Bible, on ne parle pas de foi, on ne parle pas de spiritualité, mais c'est au contraire essentiel dans sa construction de personne. On n'est pas juste chrétien, on est une personne avec des passions, avec des loisirs, avec des Et, rencontres. C'est ça la raison de laquelle je pose ces questions-là. C'est pas totalement hors sujet non plus. Voilà. et en plus de ça, ça me forme pour l'Église parce que Ouais, ouais. euh, le travail d'équipe, l'engagement dans une équipe, le fait d'être à son poste, le fait d'être là tous les week-ends pour aller jouer. Moi, j'ai jamais été un chrétien qui se posait la question est-ce que je serai là dimanche. J'ai Tu passé ma. t'as toujours été là le dimanche, même à partir de ce j'ai- moment-là? mais Mais évidemment, pour moi, c'est D'accord. même pas une question. C'est-à-dire que la culture d'aujourd'hui des chrétiens qui papillonnent, je ne l'ai jamais comprise. C'est D'accord. hors sujet de mon éducation. Moi, pour tous les dimanches, pour le match, il fallait être là. Il fallait être là parce que les autres, les copains, ils comptaient sur nous. Si on n'était pas là, on mettait l'équipe en péril. Donc, quand mon équipe, c'est devenu l'église, elle me dit, attends, pour une couronne qui flétrit, j'étais capable d'avoir une régularité tous les dimanches. Et pour le roi des rois et le royaume de Dieu, je vais m'écouter. Pour moi, c'est Absolument. incompréhensible. Mm, Donc, en mm, mm. fait, ça a été très formateur, très, très vite. Et le fait d'avoir touché aussi du haut niveau, d'avoir fait un certain nombre de choses, fait que pour moi, l'engagement, il est profond. Si j'ai tout donné pour des choses charnelles, à combien plus forte raison je devrais tout donner pour le royaume, tu vois. Donc, ça a été très important, le rugby. C'est pas, effectivement, dans mon développement de chrétien, l'idée d'être un corps. Parce que Dieu dit que l'Église est un corps. Ben, moi, je sais ce que c'est être un corps quand tu es au rugby, quand il y a un membre qui manque, ou qu'un membre qui est malade, ou qu'un mal, ben, on est dans l'épître aux Romains. Donc c'est hyper, hyper, hyper formateur. D'ailleurs, c'est un sport qui a été inventé par des protestants anglais. Allez, petit cours d'histoire, allez, en quelques secondes. Non, non, mais voilà, ça a été inventé par des gentlemen anglais pour former justement une élite protestante, hein, le rugby. D'accord. Et donc, en fait, il y a des valeurs sous-jacentes, où c'est pas l'individu qui prime, c'est le collectif, où Mm, c'est mm, ensemble mm. qu'on gagne, tu vois. Et donc non, non, ouais, ouais, le rugby pour moi, ça a été très important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui des fois m'hallucine, le manque d'engagement des chrétiens. C'est quelque D'accord. chose qui vraiment me. Mais parce que depuis petit, je comprends pas. Et d'ailleurs, toi, mon père, il était engagé dans le syndicat et tout. Des gens qui sont Ouais, dans le séculier, ils sont plus engagés des fois pour des choses que les chrétiens qui. Je pense aussi que d'avoir senti l'enfer, parce que moi, je suis un converti, j'ai senti que j'allais aller en enfer. J'ai d'accord. senti. Donc, en fait, quand tu as senti le feu, tu sais à quel point c'est un privilège d'être parmi les enfants de Dieu, dans la louange. C'est un tellement de privilège, tu vois, que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Moi, je ne peux pas, tu vois. Et en plus, je lis Paul comme un fou depuis mon adolescence, où je vois son engagement qui est incroyable, où il dit malheur à moi si j'annonce pas l'évangile, tu vois. Il dit, et puis si je donne tout mon corps en sacrifice, c'est juste un culte raisonnable, tu vois. Moi, c'est ça ma façon de voir les choses. Quand tu as dit que que tu lisais Paul, pardon, depuis ton adolescence, donc c'est la conversion autour des 16 ans, c'est ça? Et Ouais. tu as commencé à lire la Bible, c'est ça? Pas forcément des enseignements, mais la Bible, je présume en tout cas. En une semaine, j'avais fini le Nouveau Testament et les psaumes. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là, à ce moment-là de ta vie? Est-ce qu'il y a des personnages, des histoires, des versets? Moi, je m'identifie énormément à l'apôtre Paul, à ce qu'il fait. D'accord. Pour quelle raison alors? Par rapport à C'est son difficile parcours, je à dire, présume, je pense, la radicalité de sa conversion, Ok. la violence qui l'habitait et qui m'habitait, et qui d'ailleurs va être souverainement arrachée par Dieu à un moment dans la prière. L'excellence son côté, l'amour de l'excellence. Je sens chez Paul un amour de l'excellence. Tu sens que c'est un théologien très profond, tu sens que c'est un homme formé dans les lettres, tu Mm. sens qu'il était prêt. Il dit, je suis zélé j'ai plus de zèle que mes coreligionnaires, plus de zèle que les autres pharisiens, ils ont moins de zèle que moi. Ah, est-ce qu'on peut définir le terme zélé pour ceux qui peut-être ne le maîtrisent pas? Plein de passion qui passe à l'action. Voilà. D'accord. Donc passer à l'action. Ok. Alors, Une ça grande marche. passion. Le zèle, c'est une passion dévorante, un feu. Donc Ça, c'est un moteur que tu peux pas arrêter, j'imagine, ouais, si je comprends bien. c'est
c'est ça. S'il démarre, tu peux pas juste te dire, ben, je ferme la porte et j'y vais pas. Tu es obligé d'y aller. Voilà, Exactement. ok. Et moi, j'étais un mec passionné, un mec avec un moteur aussi en moi qui m'a amené dans les sports. Et quand je le vois lui, je vois ça. Donc ça m'attire beaucoup. Et cet amour de la performance, voilà, vous, si vous voulez, vous pouvez avoir des femmes et les marier. Mais les gens qui comment arrivent à pas le faire et qui peuvent Mm, tout mm, donner mm. pour Dieu, eh ben, on va le faire. Et ceux qui sont capables, faites-le. Mm, Il y a mm. un côté où je suis Et prêt à du tout coup, par abandonner, quoi. rapport à ton histoire d'adolescent, par rapport à ce que tu as vécu par rapport avec les femmes précédemment, est-ce que ça fait pas un choc quand tu lis ça? Tu te dis, mais en fait, non, pour moi, c'est pas possible. Ou tu as déjà eu une transformation et tu es déjà Le passé à choc, autre chose? C'est un le choc. choc? Ah, Quand je d'accord. lis ça, c'est un choc. Mais du coup, comme je suis dans la performance, je me dis, moi aussi, je vais être célibataire pour Dieu. J'arrête les relations avec les filles pendant 3 ans. Pas de relation. Attends, refais la phrase. Et T'as du dit, coup, j'arrête les relations avec les filles pendant 3 ans. 3 ans, d'accord. D'accord, 3 ans d'accord. ouais, parce que je sens que mes relations n'étaient pas saines avant, qu'il faut que je mette tout à plat et que si Paul, il a tout abandonné pour Dieu, moi aussi. Deuxième choc, c'est euh, quand Paul l'écrit à Timothée et qui lui dit l'exercice physique est certes utile, mais à peu de choses, la piété est utile à tout. D'accord, ouais. Et donc pour un chrétien, pour un sportif, ce sont des versets traumatisants. Attends, l'exercice physique, c'est pas utile à grand chose par rapport à la piété. Bon, et ben quand après mon pote Fali, qui est un Africain, un blédard, qui était dans mon quartier, qui s'est converti de manière radicale et qui m'a dit Rémi, pourquoi tu vas pas à l'église? Et ben j'ai dit ouais, c'est vrai, pourquoi je vais pas à l'église? Parce que c'est bien le sport, c'est bien tout ça, mais la piété est utile à tout. Et ça m'a poussé aller à l'église, ça m'a poussé à aller me faire baptiser et en fait, à être conséquent. Et moi, je lis énormément les évangiles à cette époque-là où Jésus, il dit, voilà, si tu n'es pas, en gros, un disciple qui n'est pas prêt à tout perdre, n'est pas digne de me suivre. Donc, en fait, Hmm. enfin, n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne peut pas, exactement, c'est celui qui ne peut pas tout abandonner pour moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Moi, c'est avec ces paroles-là que je fais mes choix. Je suis seul avec ma Bible et j'entends Dieu qui me dit je veux tout. Je veux tout de manière radicale. Donc, j'abandonne le rugby. Et c'est pour ça que ma famille ne comprend pas, que mes amis ne comprennent pas, parce que Hmm, j'ai une hmm. carrière pas pro, parce que j'avais pas le physique pour, mais j'aurais pu me faire quelques sous, quelques années super chouettes en rugby, tu vois. Et j'abandonne tout. J'abandonne les femmes, j'abandonne ma passion, le rugby, j'abandonne les insultes, les gros mots, les racailleries, et je deviens. En combien de temps à peu près? Pas une journée. Il y a une transformation, ça prend un petit peu de temps quand même. Ouais, mais après, à partir du moment où c'est enclenché, après, ça va T'as très pas, vite. t'as pas compté, ouais, pas de souci. C'est juste que t'as vu l'évolution progressive en quelques mois et puis t'as vu que c'était Ouais, parti, que ça te concernait plus. à 17 ans déjà, entre mes 16 et mes 17 ans, c'était fini, c'était réglé. Et à 17 ans, j'avais toujours pas dit à mon père que j'étais chrétien parce que j'avais peur. Ah ouais, non, mais effectivement, j'ai pas posé cette question-là, bien sûr, mais lui, il était pas au courant que t'étais chrétien à ce moment-là. Dans la première année, je me tais, j'ai peur qu'il me vire de la maison, ce qui est faux parce qu'il l'aurait pas fait, mais j'ai peur, j'ai une peur d'adolescent, puisque comme il insultait les postes de télé dès qu'il voyait un curé, je me suis dit, bon, bah là, c'est faux. Ouais, j'ai peur. Et puis, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je suis dans la cuisine à Créteil, là où on habitait dans notre cité HLM, face à mon père, assis sur une chaise. Dans ce rêve, je lui dis que je suis croyant. Dans ce rêve, ça se passe bien. Finalement, je me réveille suite à ce rêve. Je vais dans la cuisine. Mon père est exactement à l'endroit que j'ai rêvé. Donc, je me mets devant lui et je lui dis, papa, je suis chrétien. Et Waouh. finalement, il me dit, écoute Rémi, je m'en doutais. Ah, Et super. puis, il m'a dit, je suis pas du tout d'accord avec ton choix, mais je ne t'ai pas fait pour que tu ne fasses pas tes propres choix. Donc, je respecterai. Ben, Euh, c'est beau, hein. voilà. Je trouve que c'est merveilleux parce qu'il aurait pu comment dire, s'énerver ou s'emporter pour justement pas que tu fasses ce choix-là. Il t'a laissé la liberté. Mm. C'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Et donc après, bah, je mets un an pour vraiment aller jusqu'au baptême et vraiment le temps de vraiment bien saisir tout concernant la rédemption, la croix, etc. Et finalement, après, c'est moi qui cours après Nicolas, qui dit mon pasteur de l'époque, faut vraiment que tu me baptises là, je peux plus tenir. Bon, ben, ça marche. Bon, on va bientôt arriver vers la fin des 1 heure. Je voulais vraiment t'honorer aussi pour ça parce que tu m'avais dit 1 heure, donc on va rester sur 1 heure. On est Ouais, à 58 minutes et quelques secondes. ok. Je voulais vraiment respecter cette heure-là. C'était important. Mm. En fait, à la base, j'avais prévu de faire une ouverture sur la fin en te demandant quelle était la correspondance entre la foi et le sport, mais tu as déjà répondu en fait à l'ouverture. J'ai pas besoin de te poser la question. Je m'étais préparé à ça.
Et tu as fait une super ouverture précédemment. Ouais. Donc, je voulais juste te remercier pour ce premier temps. C'était hyper enrichissant. J'ai été personnellement très, très touché par tout ce que tu as partagé. Je pense que les gens qui écoutent le seront aussi, ou le sont aussi d'ailleurs. Et puis voilà, je pense qu'on fera, si tu le souhaites en tout cas, un deuxième enregistrement, ou voire un troisième, en tout cas c'est quand tu auras du temps. Et ben donc je fais exprès d'enregistrer ça pour que les gens puissent aussi écouter ça. Puis voilà. Est-ce qu'on peut juste prier rapidement, en quelques secondes, pour les personnes? On a 30 secondes, si on veut respecter là. Donc, Et puis ok, après, pour une deuxième mi-temps. Merci Seigneur pour tous les auditeurs qui sont là et qui nous écoutent. Et j'aimerais vraiment te les remettre, en particulier ceux qui peut-être ont du mal à s'engager, ceux qui sont peut-être aux portes de changer d'équipe, ceux qui cherchent leur place aussi. Je te les remets Seigneur. Je te remercie parce que tu nous prends chacun dans notre individualité, dans nos parcours, dans nos histoires individuelles de la meilleure des manières. Tu es un bon Père, le meilleur qui soit. Tu veux offrir ton pardon et tu l'as offert en Jésus-Christ. Et je te prie que tous ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec toi ce soir puissent l'être. Merci de ce que tu as pris sur toi, la colère que nous méritions, pas pour nous culpabiliser, mais tout simplement pour nous offrir une voie d'accès à qui tu es, à ton amour, à ta sainteté, à ta bonté. Je te prie que tu bénisses ceux qui en ont besoin, que tu consoles ceux qui ont besoin de consolation, que tu guérisses ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur, que tu rassures ceux qui ont besoin d'être rassurés. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de tous les hommes. Tu es le Dieu non pas d'une classe de privilégiés qui ont reçu la grâce. Seigneur, tu es le Dieu de tous les hommes. Tu as fait tous les hommes. Tu as fait en sorte que tous les hommes sortent d'un seul et même homme, comme dit le livre des Actes. Seigneur, voilà. Et je te prie vraiment pour une révélation de qui tu es à ceux qui en ont besoin. Et je te prie aussi que chacun reste dans leur premier amour. Ceux qui sont des chrétiens engagés depuis longtemps retrouvent leur premier amour, se rappellent d'où tu les as appelés, comme tu m'as appelé, Seigneur. Je veux me rappeler, Seigneur. Avec Cyril, on veut se rappeler, Seigneur, d'où tu nous as appelés, Seigneur. Chacun dans notre parcours. Et je te prie pour ça. Ravive le premier amour de ceux et celles qui en ont besoin. Amen. je veux vraiment prier particulièrement sur ce côté d'être engagé, d'être zélé. Seigneur, au travers de cette histoire, j'ai vraiment prié pour les gens qui nous écoutent sur Spotify ou qui nous regardent sur YouTube, que et cet désir et pour que chacun d'entre vous puisse vraiment prier pour être zélé et pouvoir suivre ce que le Seigneur a pour vous, et qu'il y ait cette idée de pas pouvoir s'arrêter, d'être dans une incapacité de s'arrêter, mais de tout donner au Seigneur. Et ça prend du temps, mais voilà, que le Seigneur nous enseigne à ça, et qu'on puisse vraiment oser, et au-delà des peurs, au-delà des doutes, au-delà de ce qu'on a, tout ce qui cogite dans notre tête, qu'on puisse oser faire ces pas supplémentaires et laisser l'Esprit nous diriger, et voir ce que Dieu a dans son œuvre. Merci Seigneur pour tout ça. Amen. Et merci en tout cas à chacun de nous avoir écoutés. Merci pour Rémi pour son temps. Et puis du coup, voilà, très bonne soirée à chacun. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.